Bonjour à tous, bienvenue sur le Souley Show. Mon nom est Suleiman, courtier immobilier à Gatineau. Bonjour à tous, aujourd'hui on a Cédric Normand-Généreux avec nous. Merci, bonjour. Courtier hypothécaire avec la BMO. Ouais. Parle-nous un peu de toi, Cédric. Donc oui, Cédric Généreux, Banque de Montréal. Ça fait 5 ans que je suis pour la banque. J'ai commencé en bas de l'échelle, un peu comme tout le monde. J'ai fait des transactions dépôt-retrait. J'ai monté rapidement en 1 an au poste de conseiller financier, directeur service financier. Puis ça fait maintenant à peu près 1 an et demi là, que je suis autonome, spécialiste hypothécaire. Ouais. Donc notamment, je travaille avec vous dans les bureaux de courtier, mais aussi réseaux sociaux, constructeurs, bureaux d'assurance. Puis mon travail, c'est vraiment d'aider toutes sortes de clientèle à réaliser leurs projets de financement. Bon, aujourd'hui, le podcast, c'est un peu plus pour les nouveaux acheteurs, les gens qui ne savent pas un peu comment ça fonctionne l'immobilier. Ouais. So, ma première question, c'est comment tu fais pour être préapprouvé? Comment tu fais pour avoir un prêt à la banque pour acheter une propriété? Good. Écoute, c'est sûr que c'est une question qui est très large, donc je vais rester un peu dans ce qui est le plus important dans les critères qu'on regarde plus. Les 5 critères majeurs qu'on regarde sont, je vais les dire rapidement, mais je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, le caractère, la capacité, le capital, le crédit et puis la caution. Je vais rentrer dans les trois les plus importants parce que c'est vraiment ce qu'on regarde en majorité, surtout quand on fait un dossier. Notamment, en premier, la capacité. Donc, la capacité est très, très simple. As-tu les moyens de t'acheter cette propriété-là? Donc, c'est le salaire que tu fais, donc. Ah ouais, tout à fait. Bon, pas juste le salaire, mais aussi comment tes dépenses se retrouvent devant ce salaire-là. Ce qu'on essaye, le rule of thumb, comme on dit en anglais, on essaye que toutes tes dépenses totales brutes via ton salaire brut ne dépassent pas 44% de ton revenu. Okay. Donc, quelqu'un qui fait 1 000 $ par mois, on ne voudrait pas qu'il y ait plus que 440 $ par mois. De dépenses. Donc, c'est vraiment la rule of thumb. La maison elle-même ne peut pas coûter plus que 39% de ton budget. Alors, évidemment, c'est des calculs qui sont un peu plus avancés lorsqu'on parle de gens qui font des 75-100 000 par année, mais c'est une bonne règle générale. OK. Alors, on va prendre les cartes de crédit, tes paiements d'auto. On ne prendra pas ta liste d'épicerie, c'est pas ça qu'on veut savoir, c'est vraiment les obligations. Donc, par exemple, prêt étudiant, prêt de voiture, prêt de carte de crédit, tes paiements minimum, pas les assurances, pas ton téléphone. Donc, toutes des choses que tu ne pourrais pas canceller à la fin du mois. Des assurances, ultimement, c'est sûr qu'on ne veut pas, mais tu pourrais les canceller. Ton téléphone, tu pourrais les canceller également. Mais une carte de crédit, tu peux pas. Tu n'as pas le choix de faire ton paiement. Ouais, alors, c'est vraiment ça qu'on regarde. Donc, 44% pour total, puis 39% pour juste la maison toute seule. OK. Good. Ensuite de ça, on a le capital. Donc, en fait, on parle de la mise de fonds, notamment. Ouais. Comme beaucoup de gens le savent, le minimum pour une mise de fonds, c'est 5%. À 5%, on va devoir prendre ce qu'on appelle une assurance défaut. Donc, les gens entendent souvent la SCHL, mais en fait, il y a plus de compagnies que ça. Ouais. Il y a également Genworth et puis Canada Guarantee. Ça, c'est les 3 avec qui, moi, j'ai une relation d'affaires. Je suppose qu'il y en a d'autres dans d'autres banques également. Ceux-ci sont un peu plus sévères, sont un peu plus difficiles à faire approuver que nous, les banques. Ouais. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé du 44-39 parce que ça, c'est leur chiffre à eux. Donc, moi, je peux avoir des chiffres qui sont moins sévères que ça lorsque je n'ai pas d'assurance défaut. Okay. Et on n'a plus d'assurance défaut à partir du moment où on a 20% de mise de fonds. Ça commence à 20%. À 20%. Donc, 20% et plus, on n'a plus d'assurance défaut. Donc, 5% à 19,99, on va avoir la SCHL ou l'assurance défaut. Puis, au-dessus de ça, dans le fond, à 20%, là, on va être capable d'être seulement la banque. Et c'est là qu'on a un peu plus de flexibilité. Comme par exemple une personne retraitée qui n'a pas beaucoup de revenus. Même si je suis un peu au-dessus du maximum, on sait que c'est peut-être une personne qui n'ira pas demain matin s'acheter une voiture neuve puis des dépenses. Si on voit que dans l'historique des crédits, ça va bien, des fois, je suis capable d'aller un petit peu au-dessus pour des gens qui ont des bons crédits, pour des gens qui ont des explications fiables là, à pourquoi est-ce qu'on serait au-dessus de ces pourcentages-là. Mais pour pouvoir accéder à ce type de flexibilité-là, j'ai vraiment besoin d'un 20% de mise de fonds minimum. OK. J'entends souvent des gens qui font la pub acheter à 0%, 0%. C'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? C'est plus vraiment quelque chose qui se fait. Notamment autrefois, puis c'est pas quelque chose du tout que je peux recommander. Là. Il y avait des stratégies où, par exemple, des constructeurs neufs pouvaient faire des achats où eux aidaient financièrement dans l'achat là, en partageant peut-être des montants d'argent, puis mais ça se fait plus. Là. C'est pas quelque chose qui se fait. Évidemment, on veut s'assurer qu'une personne qui achète une propriété est capable financièrement ou qui a la maturité financière de pouvoir acheter une propriété. Donc, c'est sûr que ça prend non seulement des comportements qui démontrent qu'on veut acheter, mais aussi que ça respecte la loi puis que c'est des choses qui sont bien faites quand même. Là.
Super. Puis le troisième point, c'était? Tout à fait. Donc, c'est le crédit, bien évidemment. Ouais. La grosse question que je reçois le plus, c'est quoi le score que ça me prend? Qu'est-ce que c'est? Bon, faut comprendre la première des choses. Je vais donner la réponse sur le score, mais il n'y a pas juste le score qu'on regarde. Okay. Je regarde combien de pourcents de ta capacité d'endettement est-ce que tu utilises. Si tu as des cartes pour 10 000 de limite, est-ce que tu t'endettes à 10 000 sur tes limites? Est-ce que tu es quelqu'un qui, après avoir fait une consolidation financière l'année passée, t'as re-rempli tes cartes de crédit encore? C'est des choses qu'on va regarder. On va regarder ton caractère aussi. Là. Bon, est-ce que ça fait 7 fois que tu refinances ta propriété parce que tu te rendettes tout le temps? C'est des choses qu'on va regarder. On va regarder beaucoup le comportement, mais aussi le nombre de fois que tu as fait des demandes. Est-ce que j'ai 7 demandes récentes dans les 2 derniers mois où tu as essayé d'emprunter chez des compagnies à haut taux d'intérêt qui disent oui facilement pour payer tes dettes? Est-ce que c'est des choses que tu as tendance à faire parce que tu as de la misère à gérer ton portefeuille? Malheureusement, des fois, on n'a pas le choix de porter un regard là-dessus puis s'assurer que la personne gère bien. Donc, le nombre de demandes, c'est quelque chose qui est important à regarder. Également, à quel point est-ce que tu peux utiliser tes cartes de crédit, à quel point est-ce que tu t'endettes, mais aussi, est-ce que tu as eu des retards dans le passé? Donc, quelqu'un qui a eu des retards 4 ans plus tard, bon, le score a eu le temps de remonter. Donc, des fois, on a un bon score, mais on voit quand même des retards, on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de demandes, on voit quand même que les cartes de crédit sont pleines. Alors, des fois, ça peut être une raison de pouvoir dire non. Donc, c'est la raison pour laquelle un crédit qui est bien géré, c'est quelque chose qui est très important. Très important, ouais. Pour répondre à la question des points, bon, ce qu'on veut, idéalement, c'est au-dessus de 680. Donc, au-dessus de 680, c'est vraiment une base. Entre 600 et 680, je peux le faire. Je l'ai fait souvent. C'est quelque chose que j'ai pas de misère à faire. Mais, par exemple, ça devient du cas par cas. Donc, une personne qui a 625, pourquoi est-ce qu'elle a 625? Est-ce que tu es allé au casino hier puis tu as loadé tes cartes puis maintenant tu as de la misère à faire des paiements puis là tu as un score de 625? Ça peut être une explication. Ou est-ce que, bon, tu as peut-être eu un divorce il y a 3 ans, puis suite à un divorce, tu as eu des difficultés, mais tu t'es repris, puis aujourd'hui, ça va bien. Donc, OK, ça s'explique. Tu es sorti de ton divorce, puis depuis 2 ans, il n'y a rien eu en retard, ça s'est bien passé, mais tu as eu une belle reprise. Alors, à ce moment-là, je suis capable d'aller te chercher une approbation, même si ton score est peut-être encore un peu bas. Ça, c'est super. Au-dessus de 6,80, ça devient beaucoup plus facile généralement. Là. Donc, si on a des ratios qui font de l'allure au niveau de l'endettement, si on a un crédit au-dessus de 6,80, si on a une bonne mise de fonds, généralement, là, on n'a pas trop de problème avec un dossier. Là. Super. Puis pour la carte de crédit, tu recommandes de l'utiliser à combien, le pourcentage d'utilisation? Bon, j'ai pas de papier fixe, j'ai pas de preuves. Je peux pas dire voici le chiffre magique. Puis je peux pas non plus inciter les gens à dire utilise ta carte puis garde un solde dessus. T'sais, c'est sûr que le vrai bon comportement, c'est de payer ses dettes. C'est évident. C'est évident aussi que je dis aux gens de ne pas essayer de remplir plus que la moitié de leur carte de crédit. Là. Si on veut garder un score qui fait de l'allure, si on veut pas baisser au niveau des points, on veut pas laisser l'impression aux banques qu'on est quelqu'un qui utilise trop ses cartes de crédit, qui s'endette puis qui a de la misère à faire ses paiements après. Donc, c'est la raison que je recommande jamais d'augmenter ses soldes au-dessus de 50% de sa capacité. Mais la vraie réponse à ça, on s'entend, Suleiman, c'est de payer ses dettes puis d'être à zéro, là, c'est sûr. Mais du mieux qu'on peut, évidemment. Si tu devais donner des conseils à un jeune qui veut investir ou acheter en immobilier, un ado, disons, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben là, c'est sûr qu'avoir 18 ans, on commence. Donc, c'est la base. Mais bon, un jeune, il y a beaucoup de choses auxquelles je peux penser. Premièrement, j'ai dû refuser des dossiers dans le passé où quelqu'un n'avait pas un mauvais crédit, mais n'avait juste pas de crédit. Ça, donc, je le vois souvent. Il m'arrive, il veut acheter une maison. OK, j'ai un down payment, j'ai 20 000 Cédric. OK, j'ouvre le bureau de crédit, rien. Pas de score, pas de... Alors, une chose qui peut être difficile au niveau des banques, des fois, c'est peut-être que j'aime mieux quelqu'un qui gère moyennement son argent bien, OK, pas pire, que on n'a aucune idée. Des fois, l'inconnu peut faire que je peux peut-être pas vouloir financer une propriété parce que j'ai aucune idée de comment tu te comportes avec ton argent. Alors, la première des choses, c'est très correct d'avoir une première carte de crédit quand on est jeune. C'est sûr qu'avec un support familial ou des amis ou alentour ou ton conseiller financier, on va tous te le dire, ne pas trop utiliser ta carte de crédit. Le but, c'est pas t'endetter. Le but, c'est juste de montrer aux institutions financières, regarde, je sais comment me comporter avec mon argent. Je suis une personne mature.
voiture, je suis capable de gérer mon argent correctement. Alors, on recommande souvent aux jeunes, prends-toi une carte de crédit, achète ton gaz pour ton auto, puis repaye-la tout de suite. Tu montres que tu as une maturité financière, puis c'est quelque chose qui va vraiment donner ton nom. C'est là que tu vas avoir un score qui fait de l'allure. J'avais une amie qui, ses parents l'avaient mis sur une carte de crédit Walmart, puis c'est eux qui faisaient l'épicerie avec tout le temps, puis elle a, en ce moment, je pense qu'elle a 22, puis son score, c'est genre 800. Elle a jamais rien fait de spécial, mais c'est parce que ses parents ont eu la présence d'esprit de l'ajouter sur une carte de crédit. Je comprends. Ça se fait toujours, donc, ça, ils l'ont mis comme titulaire additionnel? Exactement. OK. Dans les banques, lorsqu'on ajoute quelqu'un comme titulaire additionnel, il y a 2 types d'ajouts, puis je nommerai pas de compagnie ou rien parce que je les connais pas tous par cœur. Cependant, on peut être ajouté, comme moi par exemple, je peux demander à ma femme, je peux faire émettre une deuxième, moi j'ai une carte de crédit, je peux émettre une deuxième à son nom si je veux, mais ça va prendre sur ma carte à moi. C'est mon nom, c'est ma responsabilité. Excepté qu'elle peut dépenser avec une carte, il y a son nom écrit dessus. Puis lorsqu'elle l'utilise, c'est sur ma carte que ça va prendre. Donc c'est comme si c'est la même carte mais dupliquée que deux personnes. Alors ça c'est quelque chose que je pourrais faire si j'en avais envie. Cependant, ça prend encore sur mon nom. Ce n'est pas une carte qui est conjointe. Alors peut-être qu'une autre compagnie tierce, comme tu nommais Walmart, je ne sais pas, faudrait voir, peuvent émettre plusieurs titulaires sur un même compte, puis là, ça peut partir un crédit à madame. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Ou peut-être que madame a demandé une carte à son propre nom et a fait un titulaire additionnel à ses parents. Légalement, c'est sûr qu'elle pourrait pas prêter sa carte de crédit à ses parents puis son NIP, là, ce serait une divulgation d'informations personnelles, on peut pas faire ça, c'est sûr. Mais dans la mesure où elle aurait fait peut-être un titulaire additionnel, ça peut être quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est sûr que je recommande toujours de montrer que toi-même t'es mature avec ton argent. Là. Le but, c'est pas de montrer que tes parents sont matures avec ton argent, mais oui, c'est des choses qui pourraient techniquement là, être possible. Tout à fait. Le point sur le crédit, je pense que c'est très important parce que je me souviens que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me disent j'ai un bon crédit. Puis quand je leur dis, OK, est-ce que tu as une carte de crédit? Est-ce que tu la payes tous les mois? Ils me disent, non, j'ai pas de crédit, j'ai jamais rien acheté, donc j'ai un bon crédit. Ouais, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, c'est une excellente question que tu soulèves là, parce que ce qu'on veut savoir, c'est pas est-ce que tu n'as pas de dette. Ce qu'on veut savoir, c'est si tu as des dettes, comment est-ce que tu te comportes avec? C'est vraiment ça la grande question. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est une question d'historique, c'est une question de comportement. Tout à l'heure, je nommais mes 5 critères, j'ai nommé le caractère, c'est vraiment ça. On veut savoir comment tu te comportes avec ton argent. Et puis, c'est quelque chose de crucial dans ce qui est d'une approbation, surtout quand on est jeune, parce que si jamais tu as des retards sur un crédit, puis tu es jeune, puis tout ce que tu as, c'est un téléphone puis une carte de crédit, moi, en tant que banque, je regarde puis je vois que la seule fois qu'on t'a prêté de l'argent, tu as eu des retards dessus, c'est une très mauvaise première impression. N'est-ce pas? Alors là, je dis pas ça pour faire peur à du monde, là. C'est pas ça le but, mais ce que je dis, c'est que si tu as une dette puis que une dette, tu n'as pas pu la gérer, c'est pas quelque chose qui va donner une belle première impression. Donc, c'est la raison pour laquelle un jeune qui commence 18 ans, on peut te prendre une carte de crédit, puis fais tes petits achats dessus puis repaye-la toujours bien. Le but, c'est pas la remplir au maximum, c'est juste de montrer que tu as une maturité financière. C'est des conseils qu'on offre souvent. Puis, en parlant de conseils, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut acheter une maison? Qu'est-ce qu'il devrait éviter, disons, de faire avant d'acheter une maison? Il y a 2 choses. Quelque chose qu'on veut ne pas faire et quelque chose qu'on veut faire. Là, je vais en nommer 2. La première des choses, c'est de peut-être faire attention à sa mensualité. Un cliché... presque un jeune sur 2 à qui je fais face, c'est les achats de voitures récentes ou les achats de voitures dispendieuses. Des jeunes en construction qui ont 20 ans, ils sortent de leur DEP, puis là, pour travailler, ils s'achètent un Ford F-150 2020 full equip avec des paiements de $800 par mois. Ça peut arriver, là. Bon, j'en ai vu. Sinon, j'ai peut-être un couple, puis les deux ont des voitures financées à 400-500$ par mois. Quand tu fais 23$ de l'heure, parce que tu as 20 ans, puis tu es peut-être en début de carrière, 17$ de l'heure, 16$ de l'heure, et puis tu as une voiture qui coûte 400-500$ par mois, ça se peut que je ne sois plus capable de t'approuver parce que ta mensualité va être trop élevée. Tu n'es pas encore dans une phase de ta vie financière où tu as un revenu maximal parce que tu commences, puis c'est correct, c'est des bonnes choses, c'est correct. Mais c'est important qu'on protège ta mensualité en n'ayant pas des voitures, puis en plus de ton prêt étudiant, si tu en as un en plus, ça finit, puis là, en plus de ta carte de crédit qui a un solde, donc là, tu te ramasses avec 3, 4, 5 paiements mensuels, puis là, si je veux une maison, je suis pas capable.
Je peux plus t'approuver après parce qu'il y a trop de dépenses mensuelles. Donc, c'est important pour les jeunes qui ont peut-être pas les plus gros salaires pour commencer, de ne pas aller faire des contrats où on a des mensualités qui sont hors de contrôle. Des voitures dispendieuses en plus du prêt étudiant, en plus des cartes, en plus, ça s'accumule vite. Achète-toi pas une Mercedes ou une moto. Non, c'est ça. C'est correct, mais usagé ou peut-être sur une période de temps qui peut être plus longue, mais qui en même temps ne te force pas à avoir des paiements pour les 7 prochaines années de ta vie, parce que 7 ans, c'est long. Donc, il y a toujours une balance, il y a toujours une réflexion. Puis je pense que la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est de rencontrer son conseiller financier, puis de se dire, est-ce que j'ai les moyens de m'acheter cette voiture-là si dans 2 ans, je veux m'acheter une maison? Exactement, ouais. Parce qu'il y a une chose que les gens pensent pas, c'est en ce moment j'ai les moyens, oui, mais dans 2 ans, peut-être que tu es en couple et tu veux un enfant, peut-être que tu veux une maison, peut-être que tu n'as plus assez de place dans ta maison, peut-être que tu as des projets, tu veux voyager, il y a des choses que tu veux faire. Puis si tu as une voiture qui coûte très cher ou si tu as des prêts qui coûtent très cher, peut-être que tu ne seras pas capable de réaliser ces rêves-là. Ouais, donc la maison avant la voiture. Je veux dire, c'est une question de préférence, puis c'est correct. Il y a des gens qui sont amateurs de voitures, c'est bien. Mais une chose est sûre, c'est que si tu t'achètes une voiture qui coûte cher, plus la maison, si tu es en début de carrière et tu n'as pas encore un gros salaire, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Ça dépend de ton plan, tes objectifs. Oui, tout à fait. C'est très personnel. Hein? Acheter une maison, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire, mais c'est pas tout le monde. Donc, exactement. Pour les travailleurs autonomes, c'est quoi les conseils que tu leur donnerais? Je sais que il y en a qu'il faut que tu attendes 2 ans de revenus. Souvent, c'est ça qu'on me dit. Oui, tout à fait. Donc, les travailleurs autonomes, il y a 2 types de travailleurs autonomes. Donc, il y a les travailleurs qui sont payés 100% à commission. Donc, tu peux être quelqu'un qui n'est pas incorporé, qui n'est pas enregistré, tu n'as pas d'entreprise, mais tu es payé à un salaire 100% variable. Je peux penser à plusieurs exemples. Des coiffeurs qui louent une chaise, ou des coiffeurs, barbiers, peu importe, qui ont des salaires variables. Je pense à des vendeurs, de piscines, de voitures, des gens qui sont 100% à commission, des gens qui sont payés seulement à la vente. Là. Ce type de métier-là. Ces gens-là, mais aussi les gens qui sont à temps partiel, on peut les inclure là-dedans, là, des gens qui ont des salaires qu'on ne peut pas prouver, des salaires qu'on ne sait pas combien tu vas faire cette année. Alors, ces gens-là, on va prendre 2 ans de moyenne. Donc, exemple, 2018-2019, 1 plus l'autre divisé par 2, voilà, c'est ton salaire. C'est ce que je vais utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc, une fois qu'on a notre moyenne de 2 ans, je vais tout simplement voir si avec cette moyenne-là, tu arrives à la fin du mois. Puis ensuite de ça, je vais regarder les autres critères habituels, crédit, etc. Alors, moyenne 2 ans, c'est la clé, effectivement. Mais vient une complication quand tu deviens incorporé. Parce que là, ton entreprise peut faire de l'argent, mais ton entreprise te paye un salaire. Donc, une entreprise est, en bon français, une entité morale différente. Alors, une entreprise, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre être humain. Et puis cet autre être humain-là te paye toi. Donc, si toi, en tant que travailleur autonome qui a une incorporation, fais 400 000 par année avec ton entreprise, mais tu te payes 8 000 en salaire, tu passeras pas plus. Alors, mon grand conseil pour les travailleurs autonomes qui ont une entreprise est paye-toi un salaire qui fait du sens. Et encore une fois, combien ce salaire-là va être? Viens rencontrer un conseiller financier chez nous ou avec ta banque, puis on va pouvoir répondre à ta question. Parce que si tu as des prêts, si tu as des dettes, tu as besoin de te payer un salaire qui a plus de sens en tant que travailleur autonome. Cependant, si tu n'as aucune dette, peut-être que tu peux t'en tirer avec un salaire qui est moins élevé, dépendamment de tes finances. Et puis là, il y a toujours la question, est-ce que je paye plus d'impôts pour devenir finançable ou est-ce que je paye moins d'impôts parce que, on veut payer moins d'impôts, c'est correct. Mais il y a une balance. Il y a une balance entre être capable de contracter un prêt parce que tu t'es payé un salaire suffisant, puis pas trop se payer d'argent parce que sinon on va payer de l'impôt. Des fois, j'entends parler qu'il y a des incitatifs du gouvernement pour aider les gens quand ils veulent acheter une propriété. J'ai entendu des prêts rénaux, des choses comme ça. Dans le viol, je sais qu'il y avait quelque chose pour les rénaux. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment que les gens peuvent utiliser pour faciliter leur achat? Donc, je pense à 3 choses, entre autres, notamment le nouvel incitatif qui date de septembre de l'année dernière, en 2019. Donc, c'est une collaboration avec FNF Canada
et les assureurs, donc SCHL, Genworth, Canada Guarantee et autres s'il y en a. Donc, comment ça fonctionne? Le gouvernement va donner une contribution à la mise de fonds avec toi. Donc, un peu comme quand on achète des parts d'une entreprise, le gouvernement va acheter des parts de ta maison avec toi. OK. Alors, comment ça fonctionne? Moi, Cédric, j'achète une maison de 100 000, je mets une mise de fonds minimum, 5%, 5 000. Le gouvernement va venir donner avec moi un 5 000 de plus. Donc, ils vont venir mettre un 5% de la mise de fonds. Donc, ça, c'est pour les maisons standards. Pour les constructions neuves, ça va être 10%. Oh, wow. Oui, tout à fait. Donc, les avantages de ça va être une mensualité plus faible. Puis également, la capacité d'acheter une maison qui est peut-être un peu plus chère que son budget parce que la mensualité va être plus faible ou parce qu'on a peut-être un budget un peu serré, on veut sauver là-dessus. Ouais. L'autre petit truc, on rentre dans des mathématiques un peu plus complexes, mais on va sauver sur les frais de SCHL qui sont très dispendieux. Ouais. Je pense, ce matin, justement, je vérifiais sur un achat de 400 000 mise de fonds minimum, la SCHL va coûter 15 000 taxables. Alors, ça peut être quelque chose qui est vraiment, vraiment cher. Lorsque on atteint des mises de fonds comme 10-15%, la SCHL va coûter moins cher. L'assureur va coûter moins cher. Donc, en ayant l'incitatif, on peut sauver sur ces frais-là également. Le downside, cependant, c'est que FNF Canada va posséder 5% de votre maison. Et ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez vendre votre propriété, vous allez perdre 5% du profit. Je comprends. Alors là, il y a une grosse question qui se pose, tout à fait. Okay. Est-ce que l'économie de la SCHL, est-ce que cette mensualité-là sauvée vaut 5% du profit que je vais faire sur ma maison? Parce que les maisons, ça prend de la valeur. Ben oui, tout à fait. Bon, cependant, il y a des petites alternatives. Vous pouvez rembourser cette portion-là en tout temps. Donc, il va y avoir une brève évaluation de votre maison, combien est-ce qu'on pense qu'elle a augmenté de valeur, et puis ils vont prendre leur 5% de profit, puis ensuite de ça, vous pouvez racheter vos parts en tout temps. Et ça n'a pas d'impact sur votre prêt hypothécaire, ça n'a pas... Donc, si vous achetez une maison avec l'incitatif et puis que, vous décidez, après 3 ans, un plan d'épargne, vous mettez cet argent-là sur FNF Canada, vous rachetez vos parts, vous devenez 100% propriétaire de votre maison, puis la maison n'a peut-être pas pris autant de valeur, vous n'avez peut-être pas perdu autant de profit que ça, là. OK. Oui, tout à fait. Alors, il y a d'autres options. Vous avez parlé de réno. Oui, les rénovations. Oui, tout à fait. Donc, chez BMO, on a l'option, ce qu'on appelle le prêt amélioration, qui permet d'aller augmenter le financement jusqu'à 5% de plus, cependant, via des restrictions. On doit prouver combien vont coûter ces rénovations-là. Je ne paye pas la main-d'œuvre parce que peut-être que tu peux le faire toi-même. Donc, c'est vraiment juste les matériaux. On soumet des soumissions et puis on doit prouver que les travaux ont été faits. On va donner un certain montant de jours pendant lequel tu dois faire ces rénos-là et le prouver à la banque. Une fois que c'est fait, on va te donner ton argent. Donc, c'est important. Tu dois faire tes rénos à tes propres frais avant aussi. Alors, c'est important que tu sois bien organisé pour utiliser ce programme-là parce que on va un peu plus contrôler. Il y a des gens, malheureusement, qui demandent de l'argent pour des rénovations puis qui peuvent faire d'autres choses avec. Donc, avec le temps... on dit toujours on paye pour les autres. Hein? C'est le proverbe. Ouais. Voilà. L'autre option qu'on peut avoir, ça s'appelle un cashback. Donc, un cashback, c'est très, très intéressant pour la flexibilité, mais pour la facilité aussi. Ouais. Alors, moi, je peux décider que, on augmente ton prêt de 1% d'intérêt. Donc, exemple, au lieu d'un prêt de 2%, je peux te faire un prêt de 3%. Et puis ça va coûter un montant d'intérêt de plus pendant 5 ans. Et ce montant-là, je vais te le donner. Donc, on va te faire un chèque au début du financement qu'on appelle le cashback, où je peux aller fournir un montant d'argent au client pour peu importe la raison. Donc, le cashback, c'est très, très flexible. On le met dans ton compte, puis tu t'arranges. Ça peut être pour acheter tes électros, ça peut être pour tes rénos, ça peut être tes choses. Il n'y a pas de restriction comme avec le prêt réno. Cependant, il y a 2 choses. Cet intérêt-là est payé sur 5 ans et non pas 25 ans. Par rapport au prêt réno qu'on parlait tout à l'heure, ça, c'est étalé sur toute la durée du prêt. Donc, ça peut coûter un peu moins cher mensuellement. Puis, ce n'est pas un prêt ouvert non plus. C'est pas un prêt. C'est vraiment une deal qu'il y a dans le taux d'intérêt. Et donc, on ne peut pas rembourser cette option-là plus vite. Donc, le paiement hypothécaire va être plus élevé pendant les 5 ans du terme. Tout à fait. Alors, moi, si je contracte un prêt personnel de 10 000 tout de suite parce que je veux faire des rénos, si demain matin, je gagne à la loterie 10 000, je peux aller rembourser ce prêt-là. Cependant, le cashback, on ne peut pas. OK. Par contre, c'est relativement une option qui est très, très avantageuse parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très flexible. Je l'ajoute une fois que le prêt est approuvé, donc on ne pose pas de questions. Voilà, on te met ton cashback, c'est fini. Puis, l'autre option, c'est que on ne veut pas savoir qu'est-ce que tu fais avec le voilà. Ouais.
Ben, en fait, oui, là, on veut pas savoir que tu fais de la drogue avec. Là, mais c'est comme si... ouais. C'est comme si t'es payé pour acheter une maison. Ben, tu sais, il faut faire attention parce que on ne le donne pas avant l'approbation, donc ça ne peut pas servir de mise de fonds, ça ne peut pas servir pour payer des dettes, ça ne peut pas servir à faire que ton prêt est plus facile à approuver. Okay. La raison pour laquelle le cashback existe, c'est surtout pour aider avec l'achat de la maison. Donc, idéalement, des électros, peut-être des rénovations, peut-être... si tu veux payer tes dettes après le cashback, c'est correct, mais on ne va pas s'en servir pour approuver le dossier. OK. Fait que c'est après que le dossier soit approuvé. Tout à fait. C'est une option après. Alors, il ne faut pas penser que je vais faire un cashback, puis je vais m'en servir pour payer mes dettes, puis après avoir payé mes dettes, je vais pouvoir acheter une maison. C'est le contraire. Ouais. Le cashback, c'est après. Super. Ouais. J'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as des livres de business ou d'immobilier que tu recommanderais? Je suis très calé en relation avec les gens. Je pense qu'une de mes grandes forces à travers ma carrière, ça a été la communication avec mes clients, de toujours garder mes clients au courant, de toujours être franc. Si tu connais pas la réponse, c'est important de l'admettre. C'est des choses qui font que la communication, l'entre-gens se fait beaucoup mieux, puis qui me permettent de faciliter mon travail. Et je pense que ça permet aussi de développer des contacts. Dans l'immobilier, des fois, il y a des gens qui vendent. Si c'est ton ami, tu es capable d'aller trouver des deals, entre guillemets. Donc, c'est de connaître du monde. Puis, le livre que j'ai lu qui m'a aidé beaucoup là-dedans, c'est How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Dale Carnegie, ouais, tout à fait. Donc, ce livre-là m'a beaucoup aidé à savoir comment parler aux gens. Parce que c'est facile d'écrire un email puis déblatérer des mots juste pour dire OK, on prend un rendez-vous puis on sait ça. Mais je pense que lorsqu'on communique avec une personne pour l'aider avec le plus gros achat de sa vie, c'est important de savoir rassurer la personne si elle est stressée. C'est important de savoir bien expliquer les choses. On parle de loi, on parle de chiffres, on parle de détails. Donc, je pense que c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à communiquer avec les gens, puis ça peut aider tout le monde. Ça peut aider tout le monde dans peu importe la business que vous faites. Je sais que tu réponds très vite au téléphone. Est-ce que tu penses que c'est une chose qui te démarque par rapport aux autres courtiers ou bien c'est quelque chose qui aide ta business? Totalement. Moi, j'ai mon petit stand à côté de mon laptop, puis j'ai mon Outlook, j'ai mes emails, j'ai mes textos, puis quand je travaille, je peux toujours peser sur mes boutons. J'ai toujours accès à tout. Je pense qu'il y a les deux choses qui font qu'un client ou un courtier peut être satisfait de recevoir un service, c'est la rapidité, mais aussi les suivis. Quelque chose que les clients ou les courtiers n'aiment pas faire, c'est après 4 jours qu'on n'a pas de nouvelles de Cédric. Cédric, qu'est-ce qui se passe avec l'achat? Je suis stressé, je sais pas ce qui se passe avec mon dossier. C'est pas quelque chose qu'on veut. Donc, idéalement, dès que j'ai des nouvelles d'un dossier, peut-être une réponse du crédit ou peut-être que j'ai reçu un rapport d'évaluation, c'est de le dire tout de suite au client. Puis de dire, voilà, j'ai reçu ton rapport. Puis au moins de dire, OK, on se parle tantôt. Mais les gens qui ont un contact immédiat vont se sentir pris en charge, plus en contrôle. Puis c'est quelque chose qui est important. Acheter une maison, ça peut être stressant pour bien des gens, surtout si tu n'as jamais fait ça, surtout si tu n'as jamais acheté. Puis je pense que c'est très, très important de garder les gens au courant de ce qu'on fait. Hein. Définitivement. Puis c'est quoi une autre chose qui t'a aidé dans ta business à avoir du succès? Qu'est-ce que tu dirais? Bien connaître le métier. Bien connaître le métier. Parce que des fois, j'ai eu des situations de dossiers très, très complexes, peut-être des divorces, peut-être des gens qui ont des entreprises, peut-être des gens qui ont plusieurs types d'emplois différents. Et le fait de bien connaître mon métier m'a aidé à trouver des solutions en dehors de la boîte, des solutions qui sont peut-être non conventionnelles ou que quelqu'un d'autre n'aurait pas pensé. Puis j'ai réussi à approuver le dossier en faisant ça. Alors, j'ai plein d'exemples en tête à travers les années. Ça fait quand même 4 ans que je fais des hypothèques. Puis j'ai toutes sortes de situations. J'ai des gens, peut-être des immigrants, des nouveaux arrivants, des propriétaires d'entreprises, des gens qui ont eu des faillites, des séparations, des gens qu'on a pu aider parce qu'on a trouvé des solutions. Think outside the box, c'est vraiment ça. Là. Puis la seule façon qu'on peut penser en dehors de la boîte et puis trouver des solutions originales, créatives, mais qui en même temps respectent les lois, puis qu'on sait que le dossier est bien fait, il est sécuritaire, qu'il est légal, tout le monde est content, c'est de bien connaître son métier.
Ça me donne plus de questions. Disons, j'ai souvent entendu que les gens qui sont des bartenders, par exemple, ou bien des danseuses, c'est souvent, par exemple, c'est les tips où ils font beaucoup d'argent. Puis je sais que des fois, c'est peut-être pas déclaré. Comment ils font pour, s'ils veulent acheter une maison, comment ça marche? Est-ce que c'est possible? Il faut que tu déclares du tip. La vraie réponse, tu sais, souvent j'ai des gens qui disent, ben là, tu sais que je fais plus. Ouais. Non, je le sais pas. Je peux pas le prouver. Exactement. Il y a pas d'échappatoire à ça. Moi, je peux juste prendre qu'est-ce que je vois sur tes preuves de revenus. Puis c'est ça que je vais utiliser pour te déclarer. Alors, si tu me déclares que tu fais de l'argent illégalement ou que tu ne déclares pas ton argent à l'impôt, écoute, c'est toi, you do you. Mais c'est pas légal, je peux pas encourager ça. Puis donc, les gens qui sont bartenders ou qui ont des peu importe, là, des métiers qui ont du pourboire, déclarez votre pourboire. Parce que si vous voulez que je l'utilise, il faut qu'on le déclare. Donc, c'est ça, la réponse est plate, mais c'est vraiment ça. Ah, c'est comme ça. Puis, en tant que personne qui a sa propre business, comment tu gères ton temps avec ta famille? Est-ce que c'est facile ou bien c'est quoi les trucs que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer en affaires? C'est une excellente question. Je connais des gens, mais aussi moi-même, je le vis. Je pense que de jongler entre la vie familiale puis jongler avec un travail où ton téléphone sonne constamment, puis tu sais de quoi je parle, t'es courtier toi aussi, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Et certaines méthodes que j'ai employées pour ça moi-même, c'est des trucs personnels. Hein? Des fois, on est dans une relation où le téléphone ne dérange pas, ou des fois, on est dans une relation où le téléphone dérange. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui est distrait. Je veux pas voir mon logo Facebook sur mon écran parce que je vais cliquer dessus, je me connais. Oui, tout à fait. Donc, je suis quelqu'un qui est facilement distrait et je me connais. Puis, de façon à me discipliner, ben, j'ai 2 téléphones. Donc, j'ai 2 téléphones. Et puis, je sais que quand je travaille, j'ai mon téléphone de travail et je réponds rapidement. Si celui-ci sonne, je vais répondre tout de suite. Si mon téléphone personnel sonne, je vais répondre juste si j'ai le temps ou si c'est approprié. Cependant, mon téléphone de travail, je l'ai toujours. Et donc, si pour des raisons familiales ou de relations, j'ai besoin d'arrêter de travailler, ben, je branche mon téléphone puis je le mets de côté. Si pour des raisons personnelles, je suis fatigué ou je suis malade, je suis capable de mettre mon téléphone de travail de côté. Et puis mon téléphone personnel, je l'ai sur moi. Donc, ça me permet de choisir quand je veux donner une priorité à ma famille ou à mon travail via le contrôle de mes appareils téléphoniques. Ça, c'est ma grosse façon. Puis la deuxième grosse façon, c'est de parler avec son partenaire ou sa famille. Je pense que c'est important de s'asseoir avant de devenir travailleur autonome puis se dire, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que notre relation aille bien dans notre nouvelle vie? Quelles sont les habitudes que tu souhaites que je prenne pour que notre relation aille bien lorsque je vais devenir travailleur autonome puis que je vais être tout le temps sur la route. Alors, c'est d'en discuter. Donc, c'est vraiment la communication, mais aussi de montrer, d'avoir des habitudes technologiques qui me permettent de décrocher entre le travail et la famille. Ça, c'est super. Surtout le dernier point que tu as donné, là. Ben oui, tout à fait. C'est la bonne façon de faire. Là. Ouais. Dernière question pour la journée. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais pour le fun dans la vie? Félicitations, je pense que tu t'es marié récemment. Oui, tout à fait, ça fait 2 semaines. Donc, en fait, mariage, COVID et travail, ça a été une grosse année, je dois dire. Là. On est assez fiers d'avoir réussi, puis ça a bien été. Je pense qu'on a fait le meilleur de ce qu'on a pu, mais ça, je dois tout ça à ma femme parce que le mariage, elle a vraiment organisé 95%. Là, je dois y donner le mérite. Mais moi, personnellement, ben, c'est ça. Moi, je suis un gros nerd, en fait. Là. Moi aussi, je te comprends. Oui, tout à fait. Donc, jeux de société, je suis très, très board game. Donc, chez nous, dans ma cave, j'ai rénové une pièce avec mes jeux de société puis une grande table. Puis, Man cave. Oui, tout à fait. Donc, la fameuse man cave, entre guillemets. Puis, j'ai toujours été là-dedans, en fait. Puis, je pense que c'est une chose qui m'a donné une capacité prédominante dans mon travail où soit les jeux vidéo, les jeux de société font que tu développes des aptitudes ou des méthodes de pensée plus techniques. Puis, quand je monte des hypothèques, ben, je suis déjà habitué avec les chiffres, je suis déjà habitué avec les méthodes de travail. Puis, ça m'a permis d'avoir une courbe d'apprentissage assez rapide, là, pour devenir bon dans ce que je fais. Donc, c'est prouvé. Gamer, ça vous aide dans la vie? Ah, totalement. Totalement. Je me rappelle encore de mes parents qui me disent « Ah, tu sais, lâche les jeux vidéo, ça t'amènera nulle part. » Puis aujourd'hui, ben, je tape 109 mots minutes sur mon clavier, puis ça me permet de monter des hypothèques en 17 minutes, puis go, là. Ouais, tout à fait. C'est quoi le dernier animé que t'as regardé? Ah, ça, c'est une bonne question. Quel est le dernier animé que j'ai regardé? Je pense que tu les lis. Moi, je les regarde un peu. Ah, moi, je lis beaucoup, hein. Ouais. J'ai arrêté de regarder un peu parce que c'est juste un épisode de 30 minutes, des fois, c'est un peu long, là. Ouais. Mais bonne question. Qu'est-ce que j'ai regardé? Ah, je pense que Demon Slayer, ça devrait être le dernier que j'ai regardé.
Ouais, moi aussi, c'est le dernier. Ouais. Ben, l'année passée, tout le monde a vu cette année-là. Ah ouais, moi j'ai vu cette année, je suis en retard. Là. Ah ouais? Ouais. Ah ben là, c'est correct. Yeah. Alright. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Très plaisir. Merci de m'avoir invité. Ouais. Puis, si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit auxquelles je peux répondre, je suis toujours là. Ouais. Puis dis aussi, aux gens un peu où est-ce qu'ils peuvent te trouver. Et puis... Ouais, donc mon numéro, le 819-328-0598. Alors ça, c'est un cellulaire, je réponds, je prends ma douche avec quasiment. Là. C'est assez... fait ça hier. Ouais, tout à fait. Donc c'est assez rapide à me rejoindre, mais j'offre aussi des séances de coaching. Comment acheter ta première maison. Ouais. Cédric, voici mon crédit, je sais pas quoi faire avec ça. Alors je peux donner des trucs à ce moment-là sur des bonnes habitudes à prendre. C'est quelque chose que lorsque j'ai le temps, j'essaie de faire le plus possible pour éduquer les gens qui voudraient s'acheter une maison dans 1 an, dans 2 ans. Vous faites du locatif, vous êtes commercial, vous savez pas comment déclarer vos revenus. On peut vous réorienter. C'est sûr que d'avoir un bon comptable, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Là. Moi, je peux pas faire votre comptabilité. Je suis pas du tout un expert là-dedans, là, mais par exemple, je peux vous donner des conseils vers quel professionnel s'enligner par rapport à votre situation personnelle. C'est super. Je me cherche un comptable en plus si tu as des références. Là. Totalement. On regardera ça savoir après. Oui, bien sûr. All right. Cédric Normand Généreux. Merci. Merci, man.